Université Mohamed Ier, Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Oujda. Cours de droit des marchés publics. Licence en droit public, semestre 6. Professeur Sdoghi Mohamed. Bonjour. Je suis le professeur Sdoghi Mohamed, enseignant de droit public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed Ier, Oujda. Dans ce contexte difficile, caractérisé par la propagation de la pandémie du coronavirus, permettez-moi d'abord de m'adresser à tous les Marocains et en particulier à tous les étudiants pour leur souhaiter une meilleure santé. Ce cours de droit des marchés publics est destiné aux étudiants de licence en droit public, semestre 6, afin d'assurer la continuité des cours. Bon, les points que nous allons aborder sont les suivants. D'abord, nous allons commencer par des précisions notionnelles. Ensuite, les conditions de passation des marchés publics. Ensuite, la classification des marchés publics. Et enfin, si le temps le permet, nous allons jeter un coup d'œil sur les procédures de passation des marchés publics. Bon, d'abord, je vous invite à consulter le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma. Il est le lieu d'une veille juridique et réglementaire. Il comporte tous les textes réglementaires concernant les marchés publics. Le plus important de ces textes est le décret numéro 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif au marché public. Ce décret fixe les conditions et les formes de passation des marchés publics pour le compte de l'État, des établissements publics et pour les collectivités territoriales. Bon, définissons d'abord ce que c'est qu'un marché public. Le marché public est un contrat à titre onéreux, c'est-à-dire qui impose des dépenses. Il est conclu entre un maître d'ouvrage, ou ce qu'on appelle aussi un acheteur public, et un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services en vue de l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services. À partir de cette définition, nous distinguons les marchés de travaux, les marchés de fournitures et les marchés de prestations de services. Donc c'est une pyramide à trois faces si vous voulez. Il faut préciser que les marchés publics sont des contrats administratifs par détermination de la loi. Ils sont différents des autres contrats administratifs de gestion déléguée et de partenariat public-privé. D'ailleurs, les dispositions du décret des marchés publics ne s'appliquent pas à ces deux types de contrats administratifs. Tous ces contrats font partie de ce qu'on appelle la commande publique. La Commission nationale de la commande publique est érigée par le décret numéro 2-14-867 du 21 septembre 2015. C'est elle qui a remplacé la Commission nationale des marchés publics. D'une manière générale, la réalisation des marchés publics passe par trois phases. La phase de préparation, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage doit commencer par la définition des besoins et lorsqu'il veut définir ses besoins, ils doivent être exprimés de manière claire et simple, ils doivent être réalisables, ils doivent être estimés à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être excessifs. La phase de passation, sa deuxième phase porte sur la consultation et le choix des prestataires. Et enfin, la phase d'exécution, qui est évidemment suivie d'une phase de contrôle,
Elle doit obéir aux conditions de passation des marchés publics que nous allons voir dans un moment. Les parties qui interviennent le long de ce processus sont d'abord le maître d'ouvrage ou le représentant de l'administration publique ou l'acheteur public. Il est l'autorité habilitée à passer le marché au nom de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics. Ensuite, nous avons d'autre part le concurrent, qui est la personne physique ou morale qui propose une offre pour la réalisation d'une prestation. À ce niveau, il faut faire la différence entre l'attributaire et le titulaire. Il s'agit d'un attributaire du marché quand son offre est retenue et d'un titulaire du marché après la conclusion du contrat. Et de toute évidence, sont impliqués aussi les services de contrôle, comme je l'ai déjà dit. Ils sont chargés de contrôler l'engagement et le paiement des dépenses publiques. Quelles sont les conditions de passation des marchés publics? La réalisation et l'exécution d'un marché public doit obligatoirement se référer à la réglementation des marchés et aux différents cahiers de charges dont les dispositions sont établies unilatéralement par le maître d'ouvrage. Les cahiers de charges sont des documents spécifiques qui précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment le cahier de clauses administratives générales dont le sigle est le CCAG, les cahiers de prescription commune dont le sigle est CPC et le cahier des prescriptions spéciales dont le sigle est le CPS. Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés de travaux, de fournitures et de services qui sont passés par le maître d'ouvrage ou à une catégorie particulière des marchés. Ils sont approuvés par le chef du gouvernement. En cas d'absence d'un cahier de clauses administratives générales propre à la prestation objet du marché, il faut se référer à l'un des cahiers des clauses administratives générales en vigueur le plus adapté, tout en procédant aux ajustements ou adaptations nécessaires. Donc il faut l'adapter, il faut l'ajuster, ajuster ces clauses aux conditions de la nouvelle prestation. Si un marché comporte plusieurs prestations, ça c'est un deuxième cas de figure, le cahier de clauses administratives générales applicable, donc, est celui qui correspond à la catégorie prépondérante de ces prestations. Nous pouvons aussi évoquer d'autres textes, tels que le cahier de clauses administratives générales relatives au marché de travaux, le CCAGT, le cahier de clauses administratives générales relatives au marché des fournitures et le cahier de clauses administratives générales relatives au marché des services. Le cahier des prescriptions communes. Il fixe les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services, ou à tous les marchés passés par un département ministériel ou par un service spécialisé ou un établissement public. Ils peuvent contenir aussi toutes les prescriptions communes, autres que les techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle elles sont applicables. Il peut déterminer les clauses financières communes, c'est-à-dire définir les prix, les formules de révision des prix. Les CPC ou les cahiers de prescription des prescriptions communes sont approuvés par arrêté du ministre concerné et révisés par le ministre chargé de finances au cas où
les cahiers de prescription communs en question ont une incidence financière. Les cahiers de prescription spéciales, CPS, ce sont des cahiers qui fixent les clauses propres à chaque marché. Elles comportent les références aux textes généraux en vigueur et au CPC et au CCAG. Ils peuvent aussi comporter des dérogations à certaines règles de ces cahiers. Les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par le maître d'ouvrage avant le lancement de la procédure de passation du marché. Évidemment, cette signature prend la forme d'une signature scannée ou électronique pour les cahiers de prescription spéciales publiés dans le portail des marchés publics. Les cahiers de prescription spéciales doivent contenir certaines mentions indiquées dans l'article 13b du décret relatif au marché public. La classification des marchés publics. Nous allons procéder dans cette phase à quelques types de marchés publics. Cette classification peut se faire selon plusieurs modalités. La classification selon la catégorie des marchés, ou bien la classification selon les conditions de réalisation, ou bien une classification selon les prix. Là aussi, nous pouvons aussi distinguer une classification selon les caractères des prix. Dans la classification selon les conditions de réalisation, nous allons distinguer respectivement les marchés cadres, les marchés reconductibles, les marchés à tranches conditionnelles et les marchés allotis et les marchés de conception-réalisation. Dans la classification selon les prix, nous distinguerons les marchés à prix global, les marchés à prix unitaire, les marchés à prix mixte, les marchés à prix au pourcentage, notamment pour les prestations architecturales. Dans la classification selon les caractères des prix, nous pouvons distinguer les marchés à prix ferme, les marchés à prix révisables, les marchés à prix provisoire et les marchés sur dépenses contrôlées. La classification selon la catégorie des marchés. Il s'agit des marchés de travaux, des marchés de fourniture et les marchés de services. Donc c'est la définition que nous avons déjà donnée à la notion de marché public. Il s'agit évidemment de marchés ayant pour objet respectivement les travaux, la livraison de fournitures et la réalisation de prestations de services. Dans la classification selon les conditions de réalisation, les marchés cadres. Lorsque la quantification, c'est-à-dire les quantités et les rythmes d'exécution d'une prestation ne peuvent être déterminés avec précision à l'avance. Donc on ne peut pas déterminer la quantité et le rythme d'exécution avec précision à l'avance. On ne peut pas les prévoir, même s'il y a un caractère prévisible et permanent. La quantification donc exige de fixer un minimum et un maximum. En règle générale, le maximum des prestations ne peut être supérieur à 2 fois le minimum. Les marchés cadres sont conclus pour une période déterminée n'excédant pas l'année en cours. Le délai de reconduction tacite est étalé sur une période déterminée de 3 à 5 ans en fonction de la nature de la prestation. Il faut évidemment se référer respectivement aux paragraphes A et B de l'annexe 2 du décret relatif au marché public. Les marchés reconductibles. Dans ce type de marché, les prestations ont un caractère prévisible, permanent et répétitif. À l'inverse des marchés cadres, les quantités peuvent être déterminées avec précision à l'avance. Une liste des prestations pouvant faire l'objet de marchés reconductibles figure dans l'annexe numéro 3 du décret relatif au marché public.
Ces marchés sont tacitement reconductibles dans la limite de 3 ans. Il s'agit de la catégorie A, de l'annexe 3, et de 5 ans, catégorie B, de l'annexe 3 aussi. Il faut préciser que lorsque l'engagement comptable du montant du marché reconductible n'a pas eu lieu au titre de l'année, évidemment, le marché doit purement et simplement être résilié. Marché à tranche conditionnelle. Cela veut dire que le marché est scindé et divisé en 2 grandes parties ou 2 grandes tranches. Une tranche ferme dans l'exécution est certaine et des tranches conditionnelles dont l'exécution évidemment vont dépendre des disponibilités budgétaires. Marché alloti. Le maître d'ouvrage choisit entre un marché unique et un marché alloti en fonction des avantages financiers ou techniques que ces 2 modalités procurent. Les lots doivent être homogènes, semblables ou complémentaires. L'allotissement est de nature à encourager la participation des PME, les petites et moyennes entreprises. D'ailleurs, un quota de 30% est attribué aux petites et moyennes entreprises, PME, et aux auto-entrepreneurs qualifiés et aux coopératives, en vertu des dispositions des décrets numéro 2/1969, complétant et modifiant le décret numéro 2/12/349. Finalement, je termine par les marchés de conception-réalisation. Le marché de conception-réalisation est un marché unique qui porte à la fois sur la conception du projet et l'exécution des travaux ou sur la conception, la fourniture et la réalisation d'une installation complète. On recourt à ces marchés lorsqu'il s'agit de prestations particulières exigeant l'association du concepteur et du réalisateur. Le recours à ces marchés requiert l'autorisation préalable du chef du gouvernement après avis de la commission des marchés. Ils sont passés par voie de concours. Bon, passons maintenant à la classification selon les prix. Bon, il y a les marchés à prix global, c'est-à-dire que les prestations sont évaluées de manière forfaitaire. Le prix global peut être décomposé en plusieurs prix forfaitaires. Ceci a pour but, évidemment, de mieux gérer la gestion du marché et de maîtriser toutes les prévisions. De toute façon, le prix forfaitaire est calculé sur la base de la décomposition du montant global. Nous avons aussi les marchés à prix unitaire. Les prestations sont décomposées sur la base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage en différents postes avec indication pour chacun d'eux du prix unitaire proposé. Bon, dans ce cas-là, les concurrents remplissent soit le bordereau de prix unitaire, soit le détail estimatif. De toute façon, ils doivent indiquer le prix applicable à chaque prestation demandée. Le bordereau des prix et le détail estimatif doivent constituer un document unique, dit bordereau des prix détail estimatif. Nous pouvons évoquer aussi le marché à prix mixte. Ce marché est dit à prix mixte lorsqu'il comprend en même temps des prestations rémunérées en partie sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaire.
les marchés à prix au pourcentage. C'est-à-dire que la prestation est fixée par un taux à appliquer au montant hors taxe des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés. Évidemment, on doit exclure le montant découlant de la révision des prix, les indemnités et pénalités éventuelles. Cette forme de prix n'est applicable que pour les prestations architecturales, conformément aux dispositions du chapitre 5 du décret relatif au marché public. Bon, maintenant nous allons passer à un autre type de distinction et de classification concernant les marchés, et maintenant selon les caractères des prix. Pour cela, nous pouvons distinguer d'abord les marchés à prix ferme, c'est-à-dire que le prix du marché ne peut faire l'objet de modifications pendant toute la durée de l'exécution. Le marché à prix révisable, comme son l'indique, il peut faire l'objet de révisions et de modifications, et cela en raison évidemment de variations économiques pendant la durée d'exécution de la prestation. Mais cette révision n'est pas arbitraire. Elle doit faire l'objet d'application de formules de révision de prix. Pour avoir une idée sur ces formules, il suffit de consulter l'arrêté du chef du gouvernement numéro 302 du 27 novembre 2015 fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. Maintenant, passons à ce qu'on appelle les marchés à prix provisoires. Ces marchés sont passés à prix provisoire dans le cas où l'exécution de la prestation doit commencer en raison évidemment de son caractère urgent, mais sans que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initial et définitif ne sont pas encore réunies. Donc c'est le caractère urgent qui édite ce type de marché à prix provisoire. Marché sur dépenses contrôlées. C'est lorsque le maître d'ouvrage, au moment de l'exécution de la prestation, notifie au titulaire du marché un ordre de service pour lui permettre de dépasser le montant initial du marché, sans recourir à la conclusion d'un avenant. Et évidemment, cette limite doit être fixée par l'ordre de service. Et en même temps, cette limite n'est pas sans fin, mais le plafond des dépenses doit être fixé à 2% du montant initial du marché. Donc cette limite-là ne peut dépasser 2% du montant initial du marché. C'est donc une procédure exceptionnelle. Elle est réservée au marché de travaux uniquement lorsqu'il n'est pas possible au maître d'ouvrage de traiter dans les conditions anormales pour des considérations techniques imprévisibles au moment de la passation du marché. Après avoir étudié de manière brève et concise les différentes classifications des marchés, nous allons maintenant aborder un autre point, celui des procédures de passation des marchés publics. Bon, comme vous le remarquez, il y a une diversité de procédures. Et évidemment, d'une manière synthétique, nous pouvons essayer de
les rassembler dans deux grandes catégories, même si toutes les procédures ont un caractère concurrentiel, mais nous pouvons quand même dire que nous avons des procédures à caractère concurrentiel et d'autres qui ont une forme de désignation directe. En ce qui concerne les procédures à caractère concurrentiel, nous pouvons citer évidemment l'appel d'offres, que ce soit ouvert ou restreint. Ensuite, l'appel d'offres au rabais ou majoration et le concours concernant les projets conceptuels. En ce qui concerne l'autre forme, qui peut faire l'objet de désignation directe, il se fait évidemment par le biais de bons de commande ou le marché de négociation. Marché passé sur appel d'offres. L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit ouvert lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Mais évidemment, il doit remplir certaines conditions. Il doit, par exemple, avoir payé ses impôts, etc. Donc, son entreprise ne doit pas faire l'objet d'une liquidation, etc., etc. Donc, il y a des conditions qui doivent être remplies, même si l'ensemble des candidats peuvent candidater pour l'appel d'offres. Il est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les concurrents que le maître d'ouvrage a décidé de consulter. Donc ici, la marge n'est pas totalement large. Il ne peut être passé de marché sur appel d'offres restreint que pour les prestations qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. Évidemment, en raison de la nature de ces prestations, de leurs particularités, de leur importance, des compétences, des ressources à mobiliser, etc., etc., des moyens, de l'outillage, etc., à utiliser. Et le montant doit être inférieur, évidemment, à 2 millions de dirhams, toutes taxes comprises. Le maître d'ouvrage doit, dans tous les cas, consulter au moins 3 concurrents susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire. Donc il y a un minimum de concurrents à consulter. C'est 3. Le recours à l'appel d'offres restreint donne lieu à l'établissement par l'autorité compétente ou le sous-ordonnateur d'un certificat administratif explicitant les raisons qui ont conduit au choix de cette procédure. Donc le recours à l'appel d'offres restreint doit être minutieusement motivé. L'appel d'offres peut être au rabais ou à majoration. Au rabais, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une diminution de prix. Alors que à majoration, on peut faire hausser les prix. Pour les appels d'offres dits au rabais ou à majoration, les concurrents souscrivent l'engagement d'effectuer les travaux ou les services et de délivrer les fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage. C'est-à-dire moyennant rabais ou majoration, qui est exprimé en pourcentage. Ou sur offre de prix. Pour les appels d'offres sur offre de prix, le dossier d'appel d'offres nous donne l'indication aux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services pour lesquels les concurrents proposent les prix et on arrête le montant définitif. L'appel d'offres est dit avec présélection. Dans ce cas-là, donc il y a une sélection préalable,
c'est lorsque seuls sont autorisés à présenter les offres après avis d'une commission d'admission les concurrents qui présentent des capacités suffisantes, notamment au point de vue technique et financier. Donc, ce sont des critères qui doivent être remplis pour ceux qui seront présélectionnés. Il faut préciser que les conditions de présentation des offres et les modalités d'attribution des marchés sont déterminées par un document appelé règlement de consultation. Bon, ce règlement de consultation, c'est que, en vertu des dispositions de l'article 18 du décret relatif au marché public, le règlement des consultations, c'est un document qui détermine les conditions de présentation des offres et les modalités d'attribution des marchés. Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement de consultation établi par le maître d'ouvrage. Donc ce document, il est établi par le maître d'ouvrage. Et il doit mentionner, le règlement de consultation doit mentionner certaines conditions. Bon, premièrement, il doit mentionner la liste des pièces à fournir par les concurrents, et ce, conformément à l'article 27. Ensuite, il doit aussi mentionner les critères d'admissibilité des concurrents et d'attribution du marché. À ce niveau-là, les critères d'admissibilité des concurrents peuvent être assortis de coefficients de pondération. C'est-à-dire que ces critères doivent être objectifs d'une manière ou d'une autre en essayant de les faire assortir de coefficients de pondération, de les pondérer par des coefficients. Cette pondération ne doit évidemment en aucun cas être un moyen pour écarter ou restreindre la concurrence. L'acheteur public pondère les critères de sélection des offres en définissant l'équilibre entre les différents critères et leurs valeurs respectives, au moyen par exemple de l'application d'un pourcentage ou d'un coefficient. Bon, pour mieux comprendre cette pondération, nous pouvons par exemple illustrer ce cas de figure par le cas suivant. Il peut par exemple affecter un coefficient numérique à chacun des critères retenus. Par exemple, la valeur technique est affectée du coefficient 2. Les prix sont affectés du coefficient 1. Ou bien, si on fait recours à la forme de pourcentage, par exemple, la valeur technique représente 66%. Et le prix, le reste, c'est-à-dire 34%. Les marchés passés par concours. Le concours met en compétition des concurrents. Donc il y a une concurrence entre les soumissionnaires. Mais cette concurrence doit se faire sur la base d'un programme. Évidemment, l'objectif, c'est la réalisation d'une prestation nécessitant des recherches particulières d'ordre technique, esthétique ou financier. Donc ce particularisme, cette particularité qui est d'ordre technique, esthétique ou financière, qui dicte ce type de marché passé par concours. Donc il y aura une concurrence lorsque des critères concernant la technicité ou l'aspect esthétique ou financier de la prestation.
le concours porte un appel public à la concurrence. Donc, comme les concours que nous connaissons tous, ce concours-là, évidemment, il doit faire un appel public à la concurrence. Les concurrents, évidemment, qui désirent participer, peuvent déposer une demande d'admission. Et évidemment, ceux qui auront la possibilité et qui sont admis à déposer des projets, les concurrents retenus par le jury de concours à l'issue de la séance d'admission dans les conditions fixées à l'article 71 du décret relatif au marché public. Donc, ces concours qui, dans la particularité, nécessitent une certaine capacité d'ordre technique, esthétique ou financière, donc ici, il faut qu'il y ait l'organisation d'un concours et les concurrents qui seront retenus doivent évidemment passer devant un jury. Les marchés passés selon la procédure négociée. Donc un autre type de marché. Ici, la procédure négociée, c'est un mode de passation des marchés en vertu desquels une commission de négociation choisit l'attributaire du marché. Et ce, évidemment, après la consultation d'un ou plusieurs concurrents et entamer des négociations des conditions du marché. Généralement, ce type de marché peut faire la suite d'un marché d'appel d'offres infructueux. Ces négociations concernent notamment le prix, le délai d'exécution, la date d'achèvement ou de livraison et d'autres conditions concernant l'exécution, la livraison de la prestation. Évidemment, ces négociations ne doivent pas porter sur l'objet et la consistance du marché. Les marchés négociés sont passés avec publicité préalable et mise en concurrence, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence. Prestation sur bon de commande. Évidemment, il peut être procédé par bon de commande à l'acquisition de fournitures et à la réalisation de travaux au service, et ce, dans la limite de 200 000 dirhams, toutes taxes comprises. Cette limite-là est à considérer dans le cadre d'une année budgétaire, par type de budget, et ce, en fonction de chaque ordonnateur et sous-ordonnateur et selon des prestations de même nature. À titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certains départements, le chef du gouvernement peut autoriser, pour certaines prestations, le relèvement de la limite de 200 000 dirhams, toutes taxes comprises évidemment, sans toutefois dépasser 500 000 dirhams, toutes taxes comprises. Pour les établissements publics, cette limite peut être relevée par décision du directeur de l'établissement public concerné. Évidemment, avec accord du conseil d'administration et visa du ministre chargé de finances, sans toutefois dépasser toujours le seuil qu'on vient d'évoquer. La liste des prestations pouvant faire l'objet de bons de commande figure à l'annexe 4 du décret relatif au marché public. Qu'en est-il alors des règles et procédures de l'appel d'offres? Cette procédure passe par certaines étapes. D'une manière générale, évidemment, on ne prétend pas à l'exhaustivité, mais on essaye de résumer. Le lancement de la procédure ou le lancement de la consultation d'appel d'offres, c'est la première étape. Ensuite, la publicité de l'appel d'offres. Ensuite, la composition de la commission d'appel d'offres.
et le choix de l'attributaire conformément à l'offre la plus avantageuse. La réglementation en vigueur prévoit que l'appel d'offres avec ses différentes catégories, c'est-à-dire l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres restreint, l'appel d'offres avec présélection, doivent, d'une manière générale, respecter certains principes dont on peut citer un appel à la concurrence, l'ouverture des plis en séance publique, l'examen des offres par une commission d'appel d'offres avec présélection, le choix par la commission d'appel d'offres avec présélection de l'offre la plus avantageuse à proposer au maître d'ouvrage, l'obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer aux membres de la commission d'appel d'offres avec présélection le montant de l'estimation prévu à l'article 5 du décret, c'est-à-dire le décret relatif au marché public. En ce qui concerne le concurrent, son offre doit comporter le CPS, c'est-à-dire le cahier de prescription spécial, le dossier administratif, dans laquelle il faut qu'il y ait des justifications des pouvoirs conférés, les attestations de régularité fiscale et sociale, c'est-à-dire il doit avoir payé ses impôts, et le certificat d'immatriculation au registre de commerce, etc. Il y a aussi le côté technique. Bon, pour les prestations courantes, une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations à l'exécution desquelles a participé le concurrent. C'est une sorte de CV, si vous voulez, technique du concurrent. Pour les prestations non courantes, les attestations délivrées par les hommes de l'art ou maîtres d'ouvrage public privé, les certificats de qualification et de classification pour les marchés concernés, en plus des certificats d'agrément pour les marchés concernés. Donc, tous ces dossiers doivent être déposés pour que le concurrent puisse évidemment avoir sa chance à être choisi par le maître d'ouvrage, par la commission des marchés. Une offre aussi financière, entre les deux points que nous venons d'évoquer, qui comporte l'acte d'engagement établi en un seul exemplaire et signé par le concurrent ou son représentant habilité, par lequel il s'engage à réaliser la prestation objet du marché moyennant un prix qu'il propose. Le bordereau des prix et, le cas échéant, le sous-détail des prix. Une autre offre technique, c'est-à-dire qui concerne les moyens, les performances, le service, les éléments ayant une relation directe avec l'exécution de la prestation objet du marché et ne comporter que les pièces y afférentes. Toutefois, il convient de préciser que l'offre technique ne doit pas porter sur les pièces exigées dans le dossier technique. Donc l'offre technique ne doit pas reprendre les pièces qui ont été déjà insérées dans le dossier technique, si le règlement de la consultation le prévoit, évidemment. L'appel d'offres restreint fait l'objet d'une lettre circulaire adressée en recommandé avec accusé de réception le même jour et à tous les concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter. L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué 15 jours au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre circulaire. Donc il y a des délais à respecter. L'avis d'appel d'offres avec présélection
est publié dans les mêmes conditions que celles prescrites pour l'appel d'offres ouvert ou restreint. Toutefois, la publication de cet avis doit intervenir 15 jours au moins avant la date fixée pour la réception des dossiers d'admission. Ensuite, un autre point, c'est la publicité de l'appel d'offres. L'appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis comprenant certaines mentions relatives à l'appel d'offres. Le maître d'ouvrage, les délais de tenue de la séance, l'ouverture, etc. Ensuite, la publication de l'appel d'offres. L'avis d'appel d'offres ouvert est publié dans le portail des marchés publics et dans 2 journaux à diffusion nationale au moins, choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère, et ce 21 jours au moins avant la séance d'ouverture des prix. L'avis d'appel d'offres ouvert est publié dans la langue de publication de chacun des journaux. En ce qui concerne la commission d'appel d'offres, la composition de cette commission constitue une pièce fondamentale, voire même clé du mode de l'appel d'offres. Donc il est constitué par un représentant du maître d'ouvrage, qui sera le président. 2 autres membres représentant le maître d'ouvrage, dont un au moins appartient au service concerné par le marché, c'est-à-dire la spécialité, un représentant du ministère des Finances pour les marchés dont l'estimation est supérieure à 50 millions de dirhams et un représentant de la trésorerie générale du royaume. Le choix de l'attributaire conformément à l'offre la plus avantageuse. Cette offre signifie que le moins-disant pour les marchés de travaux, de services et de fournitures, en tenant compte pour cette dernière catégorie de la combinaison du prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût d'utilisation et ou maintenance pendant une durée déterminée. Celle qui a obtenu la meilleure note technico-financière s'agissant des études. Donc, cette offre doit avoir certaines qualités. Elle ne doit pas être excessive, et ce caractère excessif, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être supérieure de plus de 20% par rapport à l'estimation fournie par le maître d'ouvrage, ni anormalement basse, c'est-à-dire dans le côté inverse, c'est-à-dire inférieure de plus de 25% par rapport à l'estimation pour les travaux, et inférieure de plus de 35% pour les fournitures et services. Donc il y a des limites à respecter. Quand est-ce que l'appel d'offres est déclaré infructueux ou annulé? L'appel d'offres est déclaré infructueux pour des raisons suivantes. Il y a d'abord l'absence tout simplement de l'appel d'offres, d'une offre. Il y a absence d'offre, pardon. Ou, dans le deuxième cas de figure, aucun concurrent n'a été retenu après examen par la commission de l'appel d'offres des plis déposés. L'annulation d'un appel d'offres, c'est-à-dire l'autorité compétente peut, quel que soit le stade de la procédure, annuler l'appel d'offres dans plusieurs cas. Lorsque les données économico-techniques de prestation, l'objet de l'appel d'offres ont été fondamentalement modifiées, lorsque les circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécution normale du marché, lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché, lorsqu'un vice de procédure a été décelé, en cas de réclamation fondée d'un concurrent. Ainsi s'achève cette séance consacrée au droit des marchés publics, licence de droit public semestre 6. Bon, avant de dire au revoir aux étudiants,
Je remercie la radio régionale Oujda de son initiative louable à participer à la diffusion des cours et de permettre aux enseignants de communiquer avec leurs étudiants. Merci pour votre attention et au revoir.